Coucou mon chien. Arrête-moi. Fais la vidéo avec moi. Hé. Oh oui. Le gosse. Mon chat. Il y a les tortues ou pas? Ah. Oui. Il y en a une. Eh ben je ne serai pas tout seul pour faire cette vidéo. Fit les animaux. Voilà comment je vais l'appeler. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es au soleil? T'es bien? Bah oui. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous savez pas où je suis, bah, je suis chez mes parents, voilà, avec mon petit chat, bref, trop contente. Mais ça permet de souffler un peu. Enfin ce mois de mai de toute manière il n'est pas très productif, mais bref, passons. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie au mois d'avril au Japon. Très contente de ce voyage du 1er avril au 31, j'allais dire 31 mai, n'importe quoi, au 1er mai, je suis partie, je me suis envolée vers d'autres cieux pour aller au pays du soleil levant, et je suis hyper contente. Donc cette vidéo, je vous en avais parlé la semaine dernière, ça va se porter sur mon voyage, sur les quelques tips que je peux vous donner avant de partir, mon itinéraire, tout ça, et je vais faire une deuxième vidéo qui sera plus sur un format de vlog, sur comment dire, l'aspect psychologique un peu du voyage, sur comment je l'ai vécu. Je vous en parlais un peu vite fait, mais enfin j'ai pas envie que cette vidéo dure je sais pas combien de temps, déjà que je pense qu'elle va être très longue, donc voilà, je préfère le faire en deux parties, comme ça sera plus digeste pour vous. Et puis cette deuxième partie aussi servira aussi à vos questions, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à le mettre là sous cette vidéo. Je vais faire aussi une story sur Instagram, pour ceux qui sont sur Instagram, tout ça. Donc si vous avez des questions sur le voyage, sur comment ça s'est passé, et que je le dis pas forcément dans la vidéo, n'hésitez pas vraiment à me le demander, parce que ça sera un réel plaisir de vous répondre. Et après je n'ai pas la science infuse, et puis je suis partie qu'un mois, donc je ne connais pas tout le territoire japonais, je connais pas tout ce qui se passe non plus, donc voilà, j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc avant de partir, alors c'est à l'heure actuelle, là en 2023, parce que je sais pas comment ça va évoluer dans le futur, mais c'est vrai que du coup il y a toujours les contraintes Covid, donc si vous voulez y aller il faut absolument avoir les 3 doses du vaccin, sinon ça sera test PCR, et après il faut que vous regardez aussi en fonction du pays dans lequel voilà, vous partez, tout ça, s'il n'y a pas d'autres restrictions en plus. Mais là je sais qu'à l'heure actuelle les Français sont plutôt le bienvenu, il suffit juste d'avoir les 3 doses du vaccin et puis hop là c'est parti. Vous avez aussi un site internet qui vous permet de faciliter toutes les démarches de douane. Je vous conseille de le faire parce que comme ça au moins c'est vite, vous allez vite en fait. Ça vous donne en fait des QR codes que vous donnez aux personnes, ils les scannent, il y a déjà toutes les infos que vous avez marquées dedans. Et puis comme ça vous avez au moins, je sais pas si vous êtes à l'aise avec l'anglais ou quoi, mais peut-être que des fois c'est mieux de le faire chez soi, posé sur le site internet, que si vous n'êtes pas à l'aise à parler anglais avec d'autres personnes. Voilà, ça vous enlève un point en moins, mais voilà, je vous conseille de le faire, c'est hyper rapide, et du coup ça vous fera gagner du temps pour la douane et pour du coup l'entrée sur le territoire. Après évidemment n'oubliez pas tout ce qui est passeport, tout ce qui est voilà, information vitale, n'est-ce pas. Si vous, comment dire, si vous voulez visiter le territoire japonais, c'est-à-dire que vous voulez pas être cantonné à une ville et que vous voulez faire quand même pas mal de choses, je vous conseille de vous renseigner sur le JR Pass. C'est un ticket en fait qu'on vous donne après au Japon, qui vous permet de prendre le Shinkansen autant de fois que vous voulez de manière gratuite. Alors vous payez le JR Pass, je dis pas que c'est gratuit à long, mais vous avez des forfaits de 1, 2 et 3 semaines. Voilà, il y a plusieurs plateformes, sites internet qui vous le vendent. Donc voilà, renseignez-vous si vous voulez vraiment beaucoup bouger. C'est ce que nous on a fait vu qu'on a quand même pas mal bougé. Donc je vous conseille de vous renseigner sur le JR Pass, ça vous permettra notamment de faciliter tout ce qui est transport. Et le Shinkansen, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien franchement. Le retour en France avec le TGV, ça m'a fait très mal au cœur. Après Shinkansen, je vous conseille aussi de vous renseigner sur les cartes Suica ou les cartes Pasmo, c'est le métro, le bus. Il y a à peu près toutes les villes du Japon, c'est ce qui est assez cool, qui fonctionne avec cette carte là. Donc voilà, renseignez-vous. Alors vous pouvez toujours l'acheter après au Japon même, mais voilà, ça, là aussi je vous conseille de le faire avant, comme ça vous permet de faire les choses sans stress. Désolée si j'ai la voix qui grésille, j'ai l'impression que j'ai un truc qui me gratte dans la gorge. Bref, passons. Ensuite il y a tout ce qui est téléphonie.
Alors moi de mon point de vue, à ma manière de rechercher, le continent asiatique est assez fermé pour tout ce qui est forfait téléphonique, donc vous ne trouverez pas de forfait français, ou alors j'ai très mal cherché, je sais pas trop, mais vous ne trouverez pas de forfait français qui inclut le Japon dans la partie monde entre guillemets, parce qu'ils sont très réfractaires en gros. Donc je vous conseille de vous renseigner sur les cartes SIM. Alors je sais qu'il y a ma pote qui est partie à peu près en même temps que moi au Japon, qui elle a regardé les cartes SIM virtuelles. Nous on a pris des cartes SIM physique du coup, et ça vous permet d'avoir du coup de l'internet là-bas. Alors pas d'appel, rien du tout, mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui WhatsApp, tout ça, ça quand même facilite grandement. Et puis si jamais vous avez besoin notamment de Google Maps, ça va devenir votre meilleur ami au Japon, et voilà, de rechercher une information et que vous n'avez pas forcément le wifi sur vous, voilà, c'est pas non plus excessif le prix, donc, mais je vous conseille vraiment de regarder, parce que enfin nous on est parti un mois, on n'aurait pas survécu clairement sans ça. Et puis je crois que c'est tout. S'il y a d'autres tips qui me viennent, si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas, mais j'avoue que là c'est le truc qui me vient à l'esprit. On va passer à l'itinéraire maintenant. Donc on est parti un mois au Japon, du 1er avril au 1er mai, avec une escale à Taipei le 30 avril. C'était vachement cool, c'était vachement bien. On est arrivé à Tokyo le 2 avril dans l'après-midi, avec le décalage horaire tout ça. Et on est resté du coup 6 jours si je me souviens bien. Et c'était trop bien, Tokyo. Oh là là, je sais pas si je vais réussir à vous mettre des photos, parce qu'on est en plein tri avec mon copain sur voilà, quelles photos on veut garder, quelles photos on veut pas garder. J'ai fait aussi beaucoup de photos argentiques, donc là aussi il faut faire du tri. Mais je vais essayer de vous faire quelques inserts pendant que je parle. Mais c'est vrai que Tokyo, bah, c'est pas comment dire, survendu quelque part. Tokyo c'est une ville immense, beaucoup trop immense. En 6 jours on n'a pas eu le temps de faire la moitié je pense, tellement il y a de choses à voir. Et c'est vrai qu'en plus je vais comparer un peu avec le voyage de ma pote qui est partie à quelques semaines d'intervalle de moi. On n'a pas fait les mêmes choses à Tokyo, et ça prouve à quel point c'est juste gigantesque et c'est énorme quoi. Et ouais, Tokyo c'est une ville vraiment à part pour le coup, donc c'est vraiment à faire de toute manière si vous allez au Japon, et d'y rester au moins 5-6 jours, je crois que c'est primordial, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de tout voir et ça serait dommage. Du coup à Tokyo on a fait pas mal de quartiers connus, on a fait notamment Shibuya et Shinjuku, avec le temple qui s'appelle, je sais plus, je vous le mettrai en nom, je me souviens plus trop de tous les noms de quartiers. Bon, Shinjuku il n'y a pas grand chose à faire, c'est le quartier des affaires, mais on a eu le malheur de s'y retrouver à 18 h en semaine. C'est la gare, je crois, la plus importante de Tokyo, qui brasse des millions, mais des millions de personnes à la journée. Donc n'y allez pas aux sorties de travail, parce que sinon vous allez être perdu vraiment dans cette masse humaine. Mais si vous voulez faire l'expérience, voilà, je vous y invite grandement. À Shinjuku on y est allé notamment pour voir la mairie de Tokyo qui se trouve là-bas, et qui a un observatoire gratuit qui est assez cool. Mais voilà, si vous n'êtes pas friand de ce genre de choses, je vous conseille pas forcément de passer de votre temps à Shinjuku, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Shibuya c'est un peu plus animé pour le coup. Il y a notamment le célèbre passage piéton qui brasse là aussi des millions de personnes à la seconde. Et c'est assez impressionnant de se retrouver là-dedans. Il y a la statue de Hachi devant la station de métro, qui est sympa, qui est un spot touristique à faire. Et à Shibuya aussi il y a tout ce qui est beaucoup de centres commerciaux, notamment les parcours, il y en a de partout. Des Uniqlo aussi, il y en a de partout. Et il y a du coup à Shibuya le Nintendo Store, il y a un Capcom aussi, et il y a un Pokémon Center. Génial, juste génial. J'ai beaucoup dépensé d'argent, un peu, mais écoutez, c'est un voyage qu'on fait pas tous les jours, donc je suis contente d'avoir dépensé mon argent quelque part. Et on a fait du coup le temple qui est au milieu d'une forêt en fait. C'est assez impressionnant Tokyo, comme c'est hyper urbanisé, mais il y a quand même des spots de nature qui sont assez impressionnants. Je veux dire, cette forêt doit faire je sais pas combien d'hectares. Il y a du coup un temple, je crois que c'est un temple shintoïste qu'il y a là-bas. On a eu la chance de voir un mariage traditionnel, du coup c'était assez cool à faire. Mais ouais, c'est assez impressionnant parce que Tokyo c'est hyper grand, et j'avais presque peur d'étouffer parce que c'est très haut. Ça a aussi investi le bas quoi. Dans les gares il y a des sous-sols où il y a des parcs, des centres commerciaux quoi, c'est un truc de malade. Donc j'avais peur d'être étouffée dans cette masse de monde, et finalement pas tant que ça. Alors évidemment dans les Pokémon Center notamment il y avait du monde, mais n'importe quoi. Et là pour le coup des fois j'ai eu un peu des instants de panique et d'agoraphobie là, mais sinon c'était
j'ai jamais eu l'impression d'être vraiment écrasée, vous savez, par le poids. Donc ouais, c'est assez spécial Tokyo. Ça serait un peu compliqué de vous dire vraiment exactement ce que j'ai vécu à Tokyo, mais je pensais vraiment que j'allais être surmenée, fatiguée, mais finalement non, pas tant que ça. C'est une ville hyper dynamique et bref, c'est hyper cool. Franchement, Tokyo, c'est compliqué parce que des fois on me demande quelle ville j'ai préféré, tout ça, mais on peut pas classer Tokyo. C'est impossible de classer Tokyo parce que il y a tellement de trucs quoi. Et puis c'est tellement à part, je savais pas comment vous le dire. Donc ouais, Tokyo est juste fantastique. Après du coup on a fait pas mal d'autres quartiers comme on a fait Ueno, le parc de Ueno notamment. Alors le 1er avril quand on est arrivé, enfin je pensais pas du tout voir les cerisiers en fleurs. Parce que les offices de tourisme vous disent que à Tokyo, normalement les cerisiers ça finit fin mars. Donc bon, j'allais être un peu déçue, mais j'avais choisi une autre ville après plus tard où les cerisiers seraient en fleurs là. Donc voilà, je m'étais rattrapée. Mais c'est vrai que j'ai été surprise du coup de les voir et c'était hyper cool parce que du coup arriver à Tokyo et voir les cerisiers en fleurs, alors qu'on s'attendait pas du tout à les voir avec mon copain, ça nous a refait le voyage quelque part avec une énorme surprise et c'était trop cool parce qu'ils étaient quand même sacrément beaux, même si c'était sur la fin du coup. Donc franchement hyper génial. Ouais, je mettrai des photos là aussi si je peux, mais c'était assez incroyable, surtout à Ueno. Du coup c'est un grand parc où il y a notamment le musée national de Tokyo. Donc le musée national c'est dommage qu'on l'ait pas fait, mais je pense que si jamais on y retourne et on y retournera très certainement, on le fera parce que je crois que j'ai vu énormément de commentaires assez positifs sur ce musée, mais c'est vrai qu'il faut prendre la journée quoi pour le faire quasiment, donc on n'avait pas le temps, enfin on n'avait pas prévu, mais ça sera pour une prochaine fois. Près de Ueno il y a beaucoup de quartiers, il y a notamment Harajuku, qui est le quartier pop, le quartier des figurines, où j'ai pété un câble. La deuxième partie de la vidéo va aussi vous servir pour que je vous montre les achats que j'ai fait, mais j'ai pété un plomb, hein, donc voilà, passons. Mais ouais, c'est un quartier aussi particulier parce que, comment dire, c'est le quartier où vous faites accoster par les filles déguisées en maid et tout. C'est assez, des fois, un peu bizarre, mais c'est un quartier à faire parce que justement il y a des gens en cosplay et tout, c'est assez énorme à faire. Donc voilà, et puis si vous êtes fan de manga et que vous voulez chercher des figurines, c'est le quartier à faire quoi. Pas très loin de là non plus, il y a aussi le temple Asakusa, qui est le temple bouddhiste de Tokyo, qui brasse aussi énormément de monde. Qui a la lanterne et tout, mais c'est très très chouette parce que justement on y était aussi pour les cerisiers et donc ça ajoute une atmosphère dans les parcs qui est assez cool. C'est là où j'ai tiré ma bonne fortune d'ailleurs, au début et à la fin du voyage, parce que le début c'était une très très mauvaise fortune. Du coup je l'ai très mal vécu, je l'ai attachée au poteau et je me suis dit je la retirerai à la fin de mon voyage, et là ça allait mieux. Donc, donc voilà, mais pour la petite anecdote. Et c'est sympa, il est sympa aussi ce temple, alors même s'il y a énormément de monde. De toute manière je pense que si vous partez au Japon et que vous pensez que vous allez croiser personne, c'est faux. Il y aura tout le temps du monde, je pense, à n'importe quel mois de l'année où vous y allez, surtout que là ça a réouvert il y a pas longtemps, vous brasserez forcément du monde. Donc vous attendez pas à être... alors des fois peut y avoir des endroits un peu paumés, et on en a fait avec mon copain, où vous croisez mais alors vraiment pas grand monde, mais les sites touristiques il y aura tout le temps du monde, à moins que vous y allez le soir à minuit. Voilà, sinon voilà, si vous y allez en pleine journée évidemment vous aurez du monde. Pas très loin de Asakusa du coup il y a la Skytree, qui est l'observatoire le plus haut je crois même du Japon, qui est à faire là aussi je trouve. Il y a plein de centres commerciaux qui sont proches de la Skytree. De toute manière le Tokyo ou même le Japon, il y a pléthore de centres commerciaux et pléthore aussi de magasins de luxe, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu autant de personnes qui portaient du luxe quoi, du Chanel, du Dior, du Yves Saint Laurent. Les Japonais ont plus de pièces de luxe françaises que moi qui suis française. Mais bref, après c'est un autre délire, hein, tout ce qui est physique, le Japon, tout ce qui est comment dire, superficialité, c'est ça le mot. Voilà, c'est un autre délire au Japon, donc si on n'étale pas sa richesse quelque part au Japon, c'est que c'est pas normal. Mais voilà, c'est une autre manière de penser et bon bref, on s'y habitue après, hein. Qu'est-ce qu'on a fait après aussi? On a fait du coup le quartier de la, je sais plus comment ça s'appelle, la Tokyo Tower, qui est assez cool. Alors il n'y a pas grand chose à faire à part la Tokyo Tower, mais il y a le marché aux poissons de Tsukiji qui est pas très loin et où on a mangé le midi et c'était excellent. De toute manière tout ce qu'on a mangé au Japon c'était excellent, c'était tellement bon.
limite je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je fous en France en fait. J'aimais la cuisine française jusqu'à présent mais n'importe quoi en fait. Le poisson et le riz c'est la vie. Donc bref, mais c'est vrai que la cuisine au Japon c'est juste incroyable, c'est incroyable. Avec ma pote là, maintenant qu'on s'est recroisés, on pleure, on est là, donnez-nous des sushis. En plus c'est beaucoup moins cher qu'en France pour le coup. Donc voilà, c'est le gros point de différence entre la France et le Japon, c'est que les restos ça coûte pas cher quoi. Alors on peut se faire de très bons restos pour pas cher et pour cher, je dis pas ça, mais ouais c'est choquant quand même la différence de prix. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelques quartiers aussi un peu moins comment dire touristique. On est allé notamment à Ginza qui est un peu le Champs-Élysées de Tokyo. On est allé au palais de Tokyo mais alors on peut pas rentrer. Je crois que les horaires pour aller au parc c'est n'importe quoi, donc on est resté dehors. C'est la seule déception de Tokyo un peu, c'est le palais impérial qui est je sais pas, je m'attendais au moins à pouvoir, alors peut-être pas le visiter en entier vu que je sais que bah, il doit y avoir l'empereur qui y habite, mais je trouve ça dommage parce que ça a l'air, enfin vous savez c'est de l'architecture un peu typique japonaise de l'ancien temps et je voulais voir ça et bon dommage, on l'a pas vu, on l'a vu dans d'autres villes, on s'est rattrapé, mais voilà c'est la seule déception qu'on a sur le palais de Tokyo. Après on s'est fait un jour où on a réservé pas mal de trucs, notamment on a fait le Team Lab qui est incroyable. Franchement si vous avez l'occasion d'aller à Tokyo, faites le Team Lab, c'est énorme, c'est un musée interactif où voilà vous avez les pieds nus à moitié dans la flotte et tout, enfin franchement c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il y en a un autre à Osaka que ma pote a fait et qui est aussi bien, mais celui de Tokyo quand même est incroyable. Franchement il faut le faire, si vous êtes à Tokyo il faut vraiment le faire. Vous avez aussi, alors j'ai pas fait le musée Ghibli parce que c'était trop cher et qu'on n'est pas trop fan avec mon copain, mais on a fait le Pokémon Café parce que moi je suis une très grande fan de Pokémon. Voilà, je me suis battue mais pendant 2 jours pour avoir un créneau les gars, et ah ouais c'est hardcore quand même, le Pokémon Café il faut être déter. C'était sympa, alors après ça surfe sur la vibe comme quoi c'est quand même assez cher d'y manger, mais bon si vous êtes fan de Pokémon je pense que c'est à faire au moins une fois. Alors c'est pas à faire de nombreuses fois non plus, vous avez un petit spectacle avec Pikachu et tout, c'est assez sympa, mais ça doit être plus sympa de le faire avec des enfants je pense. Moi j'étais contente parce que je suis fan de Pokémon, voilà, voir Pikachu ça j'étais juste très contente. J'ai acheté un petit verre Pokémon Café. Voilà, donc ça à faire au moins une fois je pense, mais si vous n'êtes pas fan de Pokémon, bon je pense que vous n'êtes pas obligé d'y aller hein. Ensuite sur un jour de Tokyo on est allé à Kamakura, qui est du coup là où il y a l'un des grands bouddhas du Japon. C'est une ville qui est juste à côté de l'océan, donc ça nous a permis aussi de voir la mer. Alors nous on a fait l'erreur par contre d'y aller un samedi, et Kamakura en fait c'est le repère des Tokyoïstes le week-end, donc on a eu quand même en plus de tous les touristes pas mal de gens de Tokyo. Mais c'est sympa à faire, c'est pas le grand Bouddha que j'ai préféré, j'en ai préféré un autre que je vais citer plus tard, mais c'est quand même sympa à faire, c'est une petite ville assez cool. Donc voilà, si vous avez un jour vous savez pas trop quoi faire dans les environs de Tokyo, vous pouvez y aller, franchement c'est assez sympa. Ensuite de Tokyo on est allé dans le nord du Japon, on est allé à Sendai. Alors c'est pas non plus le point le plus nord du Japon, mais comme je vous l'ai dit je savais pas si j'allais croiser les... Enfin j'étais persuadée de pas les voir à Tokyo les cerises en fleurs. Du coup à Sendai sur les dates où on y est allé, je crois que c'était le 9 et le 10 avril, ils étaient normalement en pleine floraison. Donc voilà, je voulais absolument du coup y aller. Après Sendai franchement c'est pas du tout touristique pour le coup, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a énormément de parcs et de temples pour le coup, mais c'est tout ce qu'il y a à faire hein. Même vous n'allez pas croiser pléthore de touristes, on était quasiment les seuls. Les gens nous regardaient en mode mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là ces Européens là? Qu'est-ce que... Et mais c'est là qu'on a mangé de la langue de bœuf. Oh là là, incroyable, incroyable le bœuf à Sendai. Si vous allez à Sendai il faut que vous goûtiez absolument ça. Mais voilà, on y est allé surtout pour les cerisiers en fleurs, on les a vus. Voilà, c'était juste trop beau. À Tokyo ils étaient très beaux, mais là vu qu'ils étaient plus jeunes, entre guillemets à Sendai ils étaient encore plus beau, donc rien que pour ça je suis hyper contente d'être allée à Sendai. Et puis ça nous a permis aussi de couper un peu avec la masse touristique qui est à Tokyo, parce que c'est vrai que même si comment dire on se sent pas trop écrasé à Tokyo, enfin en tout cas moi je me suis pas sentie écrasée, on croise quand même énormément de personnes de toutes les nationalités, de tout le peuple, enfin c'est vraiment, il y a énormément de monde à Tokyo, vous imaginez même pas quoi. Et c'est vrai que à Sendai du coup, alors il y a du monde hein, mais c'est parce que c'est juste une grande ville japonaise hein, et mais sinon c'est assez cool. Il y a
On a fait, comment ça s'appelle, c'est une ruine de château à Sendai qui est assez cool à faire. Bon par contre c'est monté comme ça. Alors les randonnées, tenez-vous bon au Japon hein, parce que on en a fait 2 ou 3 avec mon copain, on était tout simplement pas prêts, surtout moi. Mais c'est à faire franchement, c'est à faire. Et après c'était cool. Donc franchement Sendai, bon après si vous êtes dans une période où il n'y a pas de cerisier rien du tout, je vous dis pas d'y aller forcément. Mais voilà, c'est quand même un bon spot à cerisier. Ensuite de Sendai on est redescendu à Tokyo pour aller au mont Fuji. Alors le mont Fuji c'est une galère à y aller. Et c'est une galère de toute manière, c'est passé là, enfin devant quoi. Alors on n'est pas allé, enfin le mont Fuji c'est la montagne à Fujisan. Mais il y a une ville du coup qui juste appose le mont qui s'appelle Yosha, je sais plus comment ça s'appelle, je vous le mettrai quelque part. Donc c'est une galère pour y aller. Alors il y a des bus qui sont directs tout ça mais il faut les réserver à l'avance. Et moi réservé sur un site japonais avec de l'enclé bancal et tout, j'étais pas sûre à 100% donc je l'ai pas fait. Donc on a pris une partie en Shinkansen et une autre partie en train payant. C'est une galère vraiment pour y aller. Alors je crois qu'il y a d'autres moyens à faire mais c'est vrai qu'on a été pris par le temps. Mais ouais. Mais ça à faire après le mont Fuji. Alors c'est quand même une ambiance sacrément différente le mont Fuji pour le coup parce que alors c'est très très beau tout ça, on a eu la chance de le voir quand même pas mal de temps le mont Fuji. Parce que des fois pour peu que vous arrivez au mauvais moment, vous pouvez ne pas du tout le voir le mont Fuji parce qu'il est dans les nuages et c'est dommage. Mais nous on a eu le loisir de faire quand même de très très belles photos, notamment au niveau de la pagode. Mais c'est vrai que le mont Fuji, alors à l'intérieur même de la ville du coup qui a sous le mont, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a des temples à faire mais bon, ça, en une journée c'est fait. Il y a des randonnées pas très loin. Alors en avril on peut pas le monter le mont Fuji hein. C'est juste pendant les mois d'été parce que c'est trop dangereux, il est sous la neige. Enfin voilà, les randonnées ne sont pas du tout encadrées. Voilà, il y a quelques randonnées notamment qui relient des lacs. Alors nous on est allé jusqu'à un lac mais c'était pas le meilleur hein, il était pas ouf. Et après c'est vrai que le mont Fuji vous pouvez avoir des endroits où il y a énormément de monde comme au niveau de la pagode. En plus il y avait les cerisiers donc là non plus j'étais persuadée de pas les voir. On les a vus au mont Fuji, on les a vus à Kyoto alors que normalement on n'était pas du tout censé les voir hein. Du coup il y a beaucoup d'endroits où il y a, enfin non, il y a très peu d'endroits où il y a beaucoup de monde au mont Fuji. C'est-à-dire au niveau de la pagode et au niveau de 2-3 endroits qui sont connus pour faire les photos. Sinon, vous pouvez être très bien tout seul au mont Fuji, franchement. Et puis il n'y a pas de bus, enfin il y a 2-3 gares qui se perdent. Mais si vous voulez aller plus loin, notamment nous on avait un Airbnb qui était plus loin. Y aller à pied là, c'était compliqué. La personne après qui nous logeait a été hyper sympa, elle nous a amené à la gare pour le retour. Mais il n'y a pas de bus, il n'y a rien quoi. Donc soyez motivés parce que c'est au mont Fuji que vous allez marcher les gars. Mais sinon franchement elle est assez impressionnante cette montagne hein, franchement. Elle est assez... En plus du coup vu qu'on la voyait, on voyait que le mont était un peu enneigé et tout. Ouais, elle est assez belle quand même la montagne. Alors ouais c'est à faire. C'est à faire je pense si vous avez l'occasion et que vous êtes à Tokyo et que vous n'êtes pas très loin. Franchement aller au mont Fuji ça vaut le coup mais n'y restez pas non plus 1000 ans parce que il n'y a pas grand chose à faire. Il y a un temple qui est magnifique au pied du mont pardon, et que là je vous recommande fortement d'y aller. Mais sinon bon n'y restez pas une semaine au mont Fuji, ça vaut pas le coup hein. Ensuite du mont Fuji on est allé à Hakone pour quelques jours. Alors Hakone pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros la station thermale prisée des Tokyoistes. Je voulais absolument y aller pour faire un ryokan et un onsen. Parce que c'est une source thermale du coup à Hakone qui est assez connue. Et je voulais faire des onsen. Donc là c'est... Alors pour les hôtels tout ça on s'en est ressorti quand même avec des prix très corrects. Mais pour Hakone, pour le ryokan j'avoue qu'on a raqué là comme ça. Mais c'était à faire parce qu'on avait un onsen dans l'hôtel. Et c'était cool, franchement c'est assez curieux comme expérience le onsen parce que du coup c'est des bains publics japonais quoi, bon ils sont pas mixtes mais et c'est vrai que du coup se retrouver tout nu avec des japonaises voilà c'est assez flippant mais passer la gêne après c'est cool. Pour l'anecdote il y a une japonaise qui a commencé à me raconter sa vie en mode oui moi je vais en France en septembre et tout pour la coupe du monde de rugby machin. Je suis là ok ce qui se passe c'est lunaire mais tout va bien. Mais ouais les onsen quand même c'est à faire aussi je trouve hein. Je pense que la prochaine fois que je vais au Japon je ferai un autre spot de onsen parce que c'est trop bien. Enfin c'est les sources chaudes qui sont à 45 degrés.
tu peux pas tenir dans l'eau, mais c'est trop bien parce que tu ressors, t'es juste hyper détendu, t'as la peau mais d'une propreté, d'une douceur incroyable. Voilà, franchement ça détend, c'est trop bien les onsen. Et le ryokan, on a vu une chambre mais incroyable. Incroyable, avec une vue sur la forêt de Hakone, tout ça. Voilà, c'était trop beau. Après Hakone, c'est quand même la ville un peu de déception entre guillemets, dans le sens où je m'attendais pas à ce que ce soit autant touristique. C'est à dire que, alors Hakone c'est très vallonné vu que c'est une montagne. Il y a un lac qui est connu pour plusieurs temples, mais alors il y a tellement de monde, c'est abusé. Je pensais pas que ça y allait avoir autant de touristes parce que je connaissais pas tant que ça de choses à faire à Hakone. Il y a un musée qui est sympa qu'on a fait avec mon copain, mais bon sans plus. Mais alors la région du lac, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, hein. Franchement c'était et c'est un peu ma seule déception qu'il y a de Hakone en fait, c'est que je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde. Dans ma tête c'était connu que des japonais en fait, pas tellement des touristes étrangers, mais waouh, c'est donc bon, Hakone c'est bien pour les onsen, mais sinon, enfin en tout cas en avril, du moins la période où j'étais, voilà, c'est blindé de monde et je trouve ça dommage. Ensuite de Hakone, du coup on est allé à Kyoto, pardon. Et Kyoto c'est assez cool, Kyoto, dans le sens où c'est très herboré en fait. Kyoto c'est comment dire, ouais, je me souviens vraiment qu'il y a beaucoup de parcs, beaucoup d'arbres. Il y a notamment tout un chemin qui s'appelle le chemin du philosophe ou de la philosophie, je me souviens plus, qui est bordé du coup d'arbres, qui longe la rivière de Kyoto, qui dessert plein de petits temples, notamment le pavillon d'argent je crois, qui est un temple bouddhiste très prisé. Et mais c'est vrai que du coup Kyoto, le souvenir que j'ai c'est que c'est très arboré, et que il n'y a pas, enfin si, il y a des touristes, mais c'est vrai que j'ai eu la sensation que plus on s'éloignait de Tokyo, moins il y avait de gens quelque part. Alors après ça dépend des quartiers évidemment, hein. Mais c'est vrai qu'à Kyoto j'ai l'impression quand même d'avoir eu moins de monde. Alors ça dépend des endroits, notamment le mont Inari où il y a, vous savez, vous l'avez certainement vu sur Instagram, toutes les torii, les portes rouges, voilà, où en fait au pied de la montagne où il y a du coup une partie du temple, tout ça, c'est blindé de monde. Mais quand je vous dis blindé, c'est blindé. Mais du moment que vous vous attaquez à la rando et que vous allez du coup tout en haut de la montagne, là vous pouvez faire vos photos instagrammables tranquille, parce qu'il n'y a personne ne s'y aventure, hein. Mais franchement ça vaut le coup. J'ai beaucoup aimé ce petit parcours de temple et tout. C'est pas très long, ça dure une demi-heure je crois, la boucle en entière. Donc franchement c'est à faire je trouve, mais vous attardez vraiment pas au pied quoi. Au pied c'est là où il brasse tout le monde. Si vous voulez être un peu tranquille, il vous suffit de monter quelques mètres et franchement c'est beaucoup plus respirable là pour le coup. Ensuite du coup il y a tout ce qui est du coup pavillon d'argent, pavillon d'or qui sont les temples bouddhistes de Kyoto. Il y a aussi le palais impérial de Tokyo vu que c'était une ancienne capitale, qui lui, alors on peut pas rentrer à l'intérieur mais on peut quand même visiter les extérieurs, les jardins, tout ça. Et c'était assez cool parce que là il y avait une application en français qui faisait du coup visite guidée et c'était sympa. Franchement c'est une très belle visite à faire je trouve, le palais impérial de Tokyo, il est vraiment beau à voir. Après qu'est-ce qu'on a fait? On a fait là aussi, là où il y a pléthore de monde, c'est la forêt au bambou. Oh là là, oh là là, c'est franchement entre le mont Inari et la forêt de bambou, c'est là où il y avait vraiment le plus de monde pour le coup. Oui, la forêt de bambou c'est limite on peut pas circuler tellement il y a de monde. Après bon il suffit un peu de se mettre à part tout ça et bon ça va mieux. Mais waouh, il y a énormément de monde à la forêt de bambou. Bon après ça à faire je trouve, mais ouais, je vais changer de batterie parce que là elle est en train de rendre l'âme. Hop là, c'est bon, j'ai changé. Donc je vous disais, la forêt de bambou, vous attendez pas à la faire tout seul parce que franchement il y a énormément de monde. Mais je trouve ça assez impressionnant d'avoir du coup tous ces bambous qui font plusieurs mètres de haut et qui, voilà, qui font vraiment une forêt. Franchement le Japon pour les parcs, les petits spots où il y a de la nature, c'est incroyable. Mais franchement il y a quand même énormément de monde. Donc si vous aimez pas le monde, waouh, fuyez la forêt de bambou. Mais elle est quand même sympa à faire. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait à Kyoto? On y est resté 4 jours je crois à Kyoto, dont un jour
où on est allé à Nara, qui est la ville des biches. Des biches. Vous en avez très certainement entendu parler à Instagram. Je sais plus ce que c'est la légende, je crois que c'est un messager des dieux qui est descendu à d'autres biches. Et du coup depuis à Nara, la biche est un peu un animal, je dirais pas sacré mais presque. Donc ils ont un parc à eux. Et elles peuvent aller où elles veulent en gros. Et je me suis fait niaquer parce que j'étais en train de manger, je leur donnais pas à manger non plus. Donc voilà, bon après ça va, elle s'est juste pincée. Mais juste pour vous dire que les biches à Nara, elles sont plutôt vénères hein, en ce qui concerne la nourriture. Elles vous coursent, je vous jure, on s'est fait courser par une biche parce qu'on était en train de manger de la patate douce. Et elle était là, et elle queen mon gars. Donc mais ça à faire, franchement c'est assez cool. Nara c'est notamment, comme je vous le disais juste avant dans la vidéo, c'est là où il y a le grand Bouddha qui m'a le plus impressionné je trouve. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit du coup abrité dans un temple, mais alors ce grand Bouddha il est vraiment incroyable, il faut le voir hein, je pense. Après Nara franchement une journée c'est fait. Voilà, il y a les biches, il y a des temples du coup qui sont un peu partout dans le parc, qui sont du coup pour la biche quoi, le dieu c'est la biche quoi. Et il y a aussi du coup le grand Bouddha à faire. Après ouais, n'y restez pas plus d'une journée à Nara, je pense que ça vaut pas trop le coup. Ouais, après on n'a pas fait trop les abords, on a surtout fait le parc et la rue principale. Après voilà, on n'a pas fait trop les alentours. Mais c'était sympa vraiment de se retrouver dans la forêt. Après voilà, parce que Kyoto, même s'il y a quelques spots de nature, il y a quand même bien du monde. À Nara alors il y a du monde, mais on peut se retrouver facilement tout seul dans la forêt, complètement perdu hein. Ça nous arrivait, on était solo, je me suis d'ailleurs mangé la gueule dans les escaliers, mais voilà. C'était rigolo. Non franchement Nara je recommande à faire sur une journée, pas plus. Et puis voilà, du coup ça vous permettra de caresser des biches et c'est quand même sacrément rare, hein, ça nous arrive pas chez nous en France. Donc dernier jour à Kyoto, on est allé après à Osaka. On y est resté 3-4 jours là aussi je crois. Osaka c'est assez stylé Osaka quand même, ça change de Kyoto. Kyoto c'est quand même très traditionnel, il y a énormément mais énormément de temples. Il y avait un temple sur le lapin aussi à Kyoto qu'on a fait. Osaka c'est quand même beaucoup plus comment dire, en fait Kyoto ça serait traditionnel et Osaka ça serait plus modernité. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de temple à Osaka, c'est pas vrai, mais c'est quand même beaucoup plus technologique, beaucoup plus dynamique, notamment la vie nocturne. Il y a tout qui longe la rivière, un quartier, alors je sais plus comment ça s'appelle, il y a notamment le panneau publicitaire qui est l'un des spots touristiques à faire la nuit, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est sur la marque Glico qui fait les Mikado, les Poki, qui est, alors je sais pas trop pourquoi c'est devenu un truc touristique, mais bon il faut y aller au moins. Et puis c'est là où on a mangé aussi le soir et c'était assez cool, donc c'est beaucoup plus dynamique je trouve Osaka. Après on a fait quand même pas mal de trucs. Alors on a fait ce quartier là, on a fait 2-3 temples qui sont connus à Osaka, notamment il y a un temple avec un pont rouge on a eu la chance de voir une cérémonie religieuse shintoïste qui était, enfin dans ce moment là tu regardes quoi, parce que c'est trop beau quoi. Ah là là, j'avais oublié ce que c'était de filmer avec ses parents. J'avais oublié. Bref, du coup Osaka, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Du coup on a fait pas mal on a fait 2-3 temples qui étaient connus avec ah voilà, je reprends le fil, la cérémonie religieuse, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Universal Studios. Alors ça c'était un énorme malentendu, c'était pas du tout prévu dans notre voyage, mais c'est vrai que Osaka, du moment qu'on a fait du coup la grande rue touristique, les temples, et alors il y a un temple notamment à Namba avec une énorme tête de lion et tout, enfin du moment qu'on a fait ça, il reste plus grand chose à faire au Osaka. Donc on s'est dit on va faire ça, vu qu'il nous reste un jour, on va aller à Universal Studios. Et c'était sympa, c'est un peu le Disney mais sur les films Universal. Les décors sont incroyables, franchement, les décors mignons. Je suis tombée amoureuse, franchement très cool. Alors il n'y a pas énormément d'attractions non plus. Mais c'est sympa à faire. Alors on a fait tout ce qui est mignon, on a fait Jurassic Park aussi, on a fait Harry Potter. Harry Potter, l'attraction elle était géniale. Alors on n'a pas fait les deux parce qu'il y en a un, c'est un peu
une montagne russe. Bon, on s'est dit on va pas faire 2 heures de queue pour ça non plus, mais il y en a un autre avec un peu réalité virtuelle, tout ça, où vous êtes ballotté dans tous les sens, c'est assez sympa à faire. Et puis les décors, oh là là, mais incroyable. Alors il y a une partie Nintendo avec Mario notamment. Alors on n'a pas pu y aller parce que déjà bon, on est allé en mode gros touriste à Universal Studios, mais parce que normalement c'est censé être des places qui se réservent à l'avance, qui coûtent tellement cher. Et alors il y a ma pote qui a réussi à y aller, mais parce qu'elle est allée à l'ouverture de Universal Studios, du coup il y a des chances d'avoir des tickets encore sur... Nous on y est allé, enfin on est rentré à Universal Studios, il était midi, enfin bon, on y est allé en mode... Il y avait une loterie, on l'a fait, on a perdu, tant pis, mais apparemment ouais, les décors avaient l'air quand même assez ouf de ce qu'elle m'a montré en photo, mais ouais, sinon le parc en lui-même est très cool. Il y a aussi une partie Hollywood, tout ça. Alors il y avait une attraction qui était sur c'est Sing 2 en anglais, mais en français c'est Tous en scène je crois, qui avait l'air cool mais qui était en maintenance, donc on n'a pas pu la faire, mais voilà, franchement c'est un plaisir de se régaler dans le parc. Alors là aussi je crois qu'on a fait l'erreur d'y aller en week-end, donc il y avait toutes les familles donc il y avait énormément de monde, mais bon, si vous avez l'occasion d'y aller, y aller plutôt en semaine, vous aurez déjà toutes les poussettes de moins des familles d'Osaka, mais quand même je pense que ça reste sacrément touristique. Mais ouais, nous à chaque fois les trucs comme ça on les a fait le week-end quoi, mais bon, tant pis. Après Osaka, on est allé du coup à Hiroshima, qui est la ville le plus au sud qu'on ait pu faire dans notre voyage. On y est resté 3-4 jours je crois là aussi. C'est assez compliqué de vous parler d'Hiroshima parce que c'est une ville qui a quand même un background assez compliqué. Mais je pense que ça à faire au moins une fois dans sa vie Osaka. C'est un peu... C'est la mère de mon copain qui à un moment donné s'est retrouvée sur les plages du débarquement et voilà, qui avait essayé de retranscrire à quel point c'était particulier de se retrouver là. Je pense que c'est à peu près le même sentiment qu'on a quand on va à Hiroshima. C'est que on est dans un endroit où il y a eu tellement d'horreur qui s'est passé. Alors on a beau voilà, savoir l'histoire, dans quel camp ils étaient, tout ça, il n'en reste pas moins que ce qui s'est passé après l'impact, déjà on n'en parle pas tellement, que ce soit dans les cours d'histoire tout ça, mais c'est assez horrible quoi. Il y a juste des centaines de milliers de personnes qui sont mortes quoi, ouais, et qui continuent de mourir suite aux radiations, donc c'est compliqué franchement de vous décrire dans quel état d'esprit que j'étais à Hiroshima, mais je la mets vraiment, c'était une ville... Alors déjà il y a très peu de touristes, alors il y a beaucoup de touristes français pour le coup, on en a croisé pas mal, mais sinon il n'y en a pas tellement. Alors surtout que du coup Hiroshima a fait un parc en gros qui s'appelle le parc de la paix, où il y a énormément toutes les commémorations, les statues voilà, pour les victimes. Il y a une flamme qui brûle, il y a un musée, le musée de la paix, qui retranscrit du coup ce qui s'est passé après l'impact. Et on l'a fait du coup parce qu'à un moment donné il y a eu un jour de pluie, bon, sur un mois on a eu 2 jours de pluie, hein, donc on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que du coup on a fait le musée et c'est... Ouais, on ressort du musée assez ébranlé, c'est compliqué hein, franchement ce qui se passe, ce qui s'est passé du moins, donc ouais, on reste pas de marbre à Hiroshima, surtout quand on navigue un peu dans la ville et que après on arrive du coup là où il y a eu l'hypocentre, où la bombe a explosé. Waouh, c'est assez compliqué, franchement on se pose là, on est là, ok, bon, eh ben, on lève les yeux au ciel, on est là, ok. Donc c'est... Voilà, je saurais pas trop quoi vous dire de plus sur Hiroshima, mais je pense qu'il faut y aller au moins une fois dans sa vie, comme dans tous les sites historiques comme ça qui portent une partie de l'histoire qu'il faut pas oublier quoi. Donc ouais, je trouve que c'est assez impactant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait à Hiroshima? Bon, on a fait du coup, il y avait pas mal de temples là aussi qu'on a fait. Je trouve que il y a eu 2-3 temples sympas, notamment avec des moines qui nous ont vraiment accueillis, qui nous ont vraiment parlé quoi. Et c'était, enfin on l'avait pas eu, si on l'avait eu un peu dans le mont Fuji, mais ouais, c'est à Hiroshima où je pense on a été le mieux accueillis en gros, et c'est sympa. On a fait aussi une île qui est à côté d'Hiroshima, et alors je sais plus comment elle s'appelle, je sais même pas trop si elle a un nom concret cette île, où il y a des biches, encore une fois. Ils aiment les biches, les japonais, ils les aiment d'amour. C'était sympa, c'est là où on a fait aussi une grande randonnée. Alors on y est allé un peu les mains dans les poches. C'est qu'en regardant le parc qu'on s'est dit ah,
d'accord, c'est combien? C'était 500 mètres de dénivelé sur 2 km, un truc comme ça. On était là, ok, ok. Surtout qu'à un moment donné, il y a eu un panneau avec des photos de serpents avec écrit attention, serpent venimeux. Moi, j'avais les genoux qui tremblaient, hein, carrément. Je suis très phobique de ces bêtes là, donc quand je suis arrivée en haut, j'étais pas bien. Alors, mais mentalement, physiquement, j'étais au bout de ma vie. Mais voilà, on s'est retrouvés sur le tour du monde, un peu de cette île, et c'était sympa. Il y a une japonaise qui nous a pris en photo et tout, là aussi qui nous a parlé et tout. Enfin, franchement. Cette région là du Japon, c'est là où on a le plus parlé avec des gens, et avec Sendai aussi notamment, alors que c'est pas du tout touristique, mais à Sendai c'est là aussi on a parlé avec des gens, donc c'est sympa. À Kyoto aussi, à Kyoto d'ailleurs je vous ai pas raconté, on a eu une anecdote de malade. On s'est retrouvé dans un petit boui-boui avec une japonaise qui avait pas de menu international et qui parlait pas un mot d'anglais, donc on s'est dépatouillé, enfin c'était rigolo. Il y avait 2-3 personnes aussi dans le resto qui parlaient, dont un qui parlait anglais, du coup on s'est mis à tout parler ensemble et tout. Enfin c'est la seule grosse expérience qu'on a eu avec des japonais, et c'était assez cool franchement. Après on se dit, enfin c'est véhiculé, et je trouve pas à tort à quel point les japonais sont très, pas réfractaires, mais très sur eux-mêmes, repliés, vous savez, qui parlent pas non plus. Mais voilà, comme quoi des fois il y a des moments de la vie qui cassent les préjugés. Et franchement cette soirée à Kyoto dans ce restaurant d'Oden, incroyable, franchement incroyable. Donc mais pour en revenir à Hiroshima, du coup à cette île, c'était sympa, c'était à faire. Alors bon là il n'y avait plus de cerisier en fleurs là, clairement, mais c'est là où notamment il y a un célèbre temple avec une énorme torii qui est dans la mer, dans l'océan plutôt, et du coup le soir en fonction de la marée on peut y aller, donc c'est hyper beau à voir. J'ai pris de photos incroyables, donc franchement je suis hyper contente de Hiroshima. Franchement c'est l'endroit où, un peu comme Sendai, je ne savais pas trop où j'allais. Mais c'est comme quoi des fois c'est ce qui vous réserve le plus de surprises. Donc franchement très content d'être à Hiroshima, je regrette pas du tout. Ensuite de Hiroshima, alors on n'a pas voulu aller direct sur Tokyo pour prendre l'avion. On a fait une escale à Nagoya où on a croisé ma pote. Ma pote Clara, on y était. Mais ouais, incroyable pour le coup. On n'avait pas trop prévu de se croiser pendant notre voyage, mais finalement les dates ont concordé de manière hasardeuse et c'était trop bien. Alors Nagoya, c'est pas, je crois que c'est une ville un peu comme Hakone où j'étais un peu déçue. Comme quoi, alors il y a un palais impérial aussi à Nagoya, mais qu'on ne peut pas visiter. Je trouve ça assez nul. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais à Osaka aussi il y a un château qu'il faut faire absolument parce qu'il est incroyable. Et il y a aussi à Hiroshima il y a un autre château, mais bon il faut un peu moins le coup vu que en fait c'est un château qui a été reconstruit après l'explosion de la bombe. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs je reviens vite à Hiroshima, c'est vrai que tout est neuf, du coup tout est grand. Il y a beaucoup aussi d'espace herboré, tout ça. Mais ça perd un peu du coup le cachet historique vu que il reste plus rien. Donc mais c'est à faire. Hiroshima, allez-y, franchement si vous avez l'occasion, allez-y. Et pour en revenir à Nagoya, alors il y a un temple qui est assez sympa à faire. Il y a notamment un Bouddha vert qui est assez cool, mais qui est pas du tout, enfin en Italie on était tout seul, c'était vraiment choquant, pas du tout touristique, rien du tout. Et après il y a du coup le palais impérial, mais qui n'est pas visitable. Il y a les alentours qui sont visitables, mais du coup c'est un peu décevant quelque part, alors que par exemple le château d'Osaka on peut rentrer dedans et tout. Enfin franchement il est très beau à faire le château d'Osaka, mais voilà, donc assez déçu de Nagoya. C'est aussi la ville je trouve qui est un peu sale, parce que c'est vrai qu'on vend le Japon comme quoi c'est hyper propre. Alors évidemment que bon ça dépend des quartiers, ça dépend des villes, tout ça, mais c'est vrai que Nagoya, alors je sais pas si c'était parce qu'on était dans une rue avec l'hôtel qui était pas non plus hyper propre, mais c'est vrai que j'avais ce sentiment où c'était pas ouf. Mais bon ça, je dirais même pas si c'est à faire ou pas, parce que c'est vrai que bon, Nagoya j'en garde un très bon souvenir parce que c'est là où j'ai rejoint ma pote, donc franchement c'était incroyable hein, ce moment de ma vie. Mais sinon en lui-même, à part le Bouddha vert, je me souviens pas avoir eu quelque chose d'incroyable. Même les Gushwin, vous savez les tampons, parce que vous le verrez dans la prochaine vidéo, j'ai fait une collection de tampons des temples, mais même le Gushwin, ouais, il était pas ouf à Nagoya. Donc bon, tant pis, mais bon, ça restait quand même un réel plaisir de voir ma pote. Et puis voilà. Après en soi, c'est pas non plus la ville à faire quoi. Nagoya, franchement faites autre chose. Mais bon.
voilà, c'était sympa. Ensuite à Nagoya on est arrivé du coup à Tokyo pour notre dernier jour pour repartir en avion. Donc on n'a pas fait grand chose ce jour-là. On a fait des quartiers qu'on avait aimés, on les a refaits. On a fait d'autres endroits vite fait. Mais bon, voilà, on s'est pas non plus hyper retardé ce jour-là vu qu'on avait l'avion. Et ensuite je vous parlais du coup rapidement de ma journée à Taipei vu qu'on a eu une escale de 1 jour. Alors c'était pas prévu à la base, mais bon ils nous ont quand même prévenu qu'à un moment donné il y avait un avion qui était annulé machin, bon bref, du coup on a dû passer une journée là-bas. C'était assez cool. Alors le matin j'avoue que je pourrais pas trop vous dire ce que j'en ai pensé vu que j'étais éclatée. Avec l'avion on était arrivé à 1 ou 2 heures du matin, le temps de récupérer les valises, aller à l'hôtel, tout ça, j'étais morte le matin franchement. Donc j'ai pas trop profité. On a fait la tour 101 qui est du coup un observatoire de Taipei. Alors c'est dommage parce qu'il faisait pas très beau donc on n'a pas vu grand chose. Mais bon, il était sympa. Après, ouais, on a mangé du coup sur place à la tour. Et il y avait énormément de monde. Je me souviens que j'étais presque malade. Enfin, c'était compliqué. Mais l'après-midi, ça allait mieux. On est allé au mémorial de... Alors, je ne saurais pas le dire comme ça parce que c'est compliqué à prononcer. Je vous le mettrai à l'écrit. Mais qui est une grande place avec énormément de monuments historiques qui sont énormes. Et ça fait quelque chose de se retrouver au milieu. On se sent tout petit. Mais ouais, c'est à faire, je trouve. C'est assez cool de voir ça. Donc j'étais contente. Et après on est allé alors du coup à comment dire, un marché nocturne, c'est ça, où vous savez il y avait tous les stands, tout ça. Il y avait un stand de pinces. J'ai claqué beaucoup d'argent dans les pinces. Mais je suis contente. Donc non, le marché nocturne aussi très cool à faire. Donc je suis contente de cette journée Taipei. Dommage pour le matin, mais c'était juste indépendant de moi quoi, j'étais juste pas bien. Mais ouais, alors Taïwan c'était pas non plus le pays que je voulais faire, mais je trouve que du coup après ma visite de Taipei il y a peut-être un potentiel à faire. Donc on verra, j'ai pas grand chose à dire de plus vu qu'on y restait qu'une journée et qu'en plus la moitié de la journée j'étais dans le mal complet. Mais sympa à faire. Et après du coup de Taipei, retour à Paris. Les larmes ont coulé, hein. Mais vous êtes surpris? Non, il fallait pas être surpris parce que franchement c'était compliqué le retour en France. Si bien que, enfin je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo, mais dans la prochaine vidéo. Mais c'est... ouais, je suis toujours pas rentrée là. Enfin là j'y arrive petit à petit, mais vous m'auriez vu la semaine dernière ou la semaine de mon arrivée. J'étais en dépression hein, clairement hein. Mais mon psy m'a rassurée, il m'a dit c'est normal ce sentiment, ça va arriver, ça va aller là petit à petit, vous inquiétez pas. Mais oui, il m'a vu arriver, il m'a fait oula. Donc bref, passons. Donc en conclusion de cette vidéo, parce que je vais la stopper maintenant, c'était un voyage extraordinaire comme vous pouvez le constater. Et voilà, il y a des endroits un peu moins bien que d'autres, mais il n'empêche que tout ce voyage en lui-même était juste incroyable. Et j'en garde des souvenirs mais de fou quoi. Et aussi bien les bons et les mauvais souvenirs, c'est ce qui fait un voyage en fait. C'est parce que on vous vend tellement de la perfection, que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général, comme quoi un voyage ça doit se passer comme ça. Non, pas forcément. On a eu des choses un peu inattendues qui sont arrivées, mais voilà, j'ai eu des moments de haut et de bas dans le moral, enfin voilà. Et c'est ça la vie, c'est ça un voyage, surtout un voyage de 1 mois. C'était un voyage juste extraordinaire de par sa complexité, et le fait que voilà, c'était hyper complet. On a vécu énormément de choses, aussi bien des bonnes que des mauvaises, même si on a vécu quand même beaucoup plus de bonnes choses, je tiens à le préciser. Mais j'en garde vraiment enfin un souvenir incroyable quoi. Et je veux y retourner, je veux continuer à voyager, je veux avoir un maximum, enfin me nourrir de tout ça, de toutes ces expériences qu'on peut faire en voyage, que ce soit la langue, que ce soit les gens, que ce soit la culture, que ce soit ça, voilà. C'était juste trop bien quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de mal à revenir dans le présent là, dans ma réalité de petite française. Mais ça va revenir. Et puis voilà, ça ne peut que préparer en meilleur le prochain voyage que je vais faire. Je sais pas trop encore, mais ouais. Donc ça me conforte dans l'idée que j'aime voyager et que j'aime découvrir des trucs. J'aime marcher des heures et des heures pour aller d'un point A à un point B. Enfin c'est... voilà. Donc
c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, que ce soit ici ou sur Instagram. Voilà, franchement il n'y a aucune question débile. Je me suis nourrie vraiment de vidéos sur le Japon, sur comment organiser le voyage, tout ça. Donc si je peux vous aider, je le fais avec grand plaisir. Et puis si vous avez des voyages en perspective, n'hésitez pas à venir raconter, parce que je suis friande de ça aussi, j'aime voir les gens voyager. Donc n'hésitez pas, j'espère que ça va vous dans votre vie, que vous passez un bon mois de mai. Et sur ce je vais vous laisser, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.